Pour le moment 2000 à la direction, réaction syndicale positive. Le projet de loi sur l'enseignement privé, le Premier ministre engagera la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, a décidé le Conseil des ministres. L'affaire Sakharov, à l'initiative de la France, les 10 pays membres de la communauté mettent au point le message commun qu'ils enverront au Kremlin pour tenter de sauver le couple de dissidents. Meurtre ou euthanasie à Strasbourg, un infirmier qui de son propre chef a fait mourir une malade incurable a été inculpé d'homicide volontaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministre des Affaires sociales, Pierre Bérégovoy, a annoncé tout à l'heure la position et les propositions du gouvernement pour résoudre le conflit Citroën. Réaffirmant l'existence de sureffectifs dans l'industrie automobile, Monsieur Bérégovoy a accepté le principe de 4000 suppressions d'emplois sur les 6000 demandées par la direction du groupe. En ce qui concerne les 2000 licenciements supplémentaires, il reste suspendu à des négociations dans un délai de 3 mois. Les explications du ministre des Affaires sociales, mais d'abord le dispositif qu'il préconise. Roselyne Koskas. Citroën avait demandé la suppression de 6 000 emplois. Le gouvernement autorise 4 000 suppressions de postes correspondant à des pré-retraites, départs volontaires ou aides au retour. Reste 2 000 licenciements. Pour cela, le gouvernement engage le constructeur et les syndicats à entamer au plus vite des négociations. Elles devront porter sur la réduction du temps de travail et sur la formation. 2 initiatives sont annoncées. Premièrement, un centre de formation professionnelle des travailleurs de l'automobile sera prochainement créé. Deuxièmement, des contrats de solidarité portant sur la réduction du temps de travail seront signés avec la direction. Avec la formule du contrat de solidarité que je propose, la réduction de durée du travail serait financée par l'État pendant 3 ans, ce qui est tout de même une mesure importante, à la direction de l'usine Citroën de peser ses responsabilités. Monsieur Bérégovoy. Et aux uns et aux autres d'ailleurs, parce que ce que j'espère, c'est que le conflit pourra se terminer vite. C'est l'intérêt de la marque et c'est l'intérêt des travailleurs. Dans le contexte actuel, une réunion tripartite ne peut pas déboucher sur un accord général, a ajouté M. Bérégovoy. Les réactions des syndicats ce soir sont dans leur ensemble favorables. À Aulnay-sous-Bois, où cet après-midi les élus de l'opposition de la Seine-Saint-Denis avaient appelé à une manifestation contre l'occupation de l'usine, à Aulnay-sous-Bois, les ouvriers grévistes ont écouté les explications de leurs dirigeants syndicaux. Laurent Sauerve. La réaction de la CGT, elle est venue cet après-midi. Un meeting à l'usine d'Aulnay. Akagazi et André Saint-Jean, secrétaire de la Fédération CGT des métaux, prennent successivement la parole après une semaine d'occupation de l'usine. Une réaction qu'André Saint-Jean résume en ces termes. Vous avez fait du chemin, mais ça n'est pas fini. Le gouvernement, par exemple, avance un certain nombre de propositions dans sa déclaration qui sont jugées actuellement par les travailleurs comme intéressantes, tant dans le domaine de la formation professionnelle que de son refus d'accepter les licenciements pour l'instant. Le gouvernement accepte tout de même 4000 licenciements. Le gouvernement souligne qu'il y aura 4000 suppressions d'emplois qui correspondent au départ en pré-retraite, en départ volontaire, etc. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, des milliers de travailleurs de chez Citroën, s'ils n'avaient pas agi comme ils l'ont fait, auraient déjà reçu leur lettre de licenciement. Et ça, la lettre n'a pas pu partir. C'est donc, de ce point de vue, un succès très appréciable. Mais il reste cependant des désaccords profonds sur, je dirais, la stratégie de l'industrie automobile dans ce pays. Le gouvernement dit il y a sureffectif, nous disons nous ne sommes pas d'accord. Mais nous disons mettons tout sur la table, faisons une mise à plat. Les grévistes d'Aulnay, comme ceux des autres usines occupées, doivent voter demain pour décider des suites de l'action. Quant au nouveau président de la CGC, il se déclare globalement satisfait. Il est évident qu'il y a 4000 suppressions d'emplois qui doivent s'effectuer. Reste sur le tapis 2000. Et pour ces 2000, l'idée, d'une part, de travailler sur l'organisation du travail, une nouvelle organisation du travail avec un meilleur partage du travail, est une bonne idée. À condition que cela ne coûte rien aux salariés compte tenu de leur baisse de pouvoir d'achat actuelle et donc que l'État prenne en charge. La CFDT estime que la balle est désormais dans le camp de la direction de Citroën qui doit ouvrir des négociations. Pour Force ouvrière, enfin, les propositions du gouvernement sont un pas dans la bonne direction.
Le tribunal de Nanterre a ordonné ce matin l'évacuation de l'usine d'Asnières. Des décisions d'expulsion avaient déjà été décidées concernant les 3 autres établissements Citroën occupés dans la région parisienne. Interrogé à ce sujet à Antenne de Midi, M. Bérégovoy a estimé qu'il revenait au pouvoir public d'apprécier le moment pour faire exécuter cette décision, mais les mesures annoncées devraient permettre la reprise du travail, a-t-il dit. Le conseil d'administration du groupe Citroën s'était réuni cet après-midi pour étudier les répercussions financières de la situation. Pour la direction, le refus des 2000 licenciements supplémentaires demandés crée une situation très sérieuse. Jean-Claude Renaud. La direction de Citroën accueille sans enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse dire, les propositions de Pierre Bérégovoy. Pour le PDG Jacques Calvet, la réduction de la durée du travail n'est pas une bonne solution. Il y a 2300 personnes en trop, dit-il, pour lesquelles le licenciement a été refusé. Et ce n'est pas en faisant travailler tout le monde un peu moins qu'on augmentera la productivité, même si c'est l'État qui paie. Or, sur ce point, l'aide de l'État, le gouvernement a fait une ouverture importante, qui satisfait les syndicats. La CGT elle-même semble prête, si des négociations s'engagent, à lever l'occupation des usines. Or, sur la négociation, le communiqué du conseil d'administration de Citroën cet après-midi est muet. Il renvoie à une réunion extraordinaire la semaine prochaine. Mais, après les propositions de Pierre Bérégovoy, après les réactions relativement favorables des syndicats, on voit mal comment la direction de Citroën pourrait refuser la négociation. Le débat sur la réduction du temps de travail à 35 heures par semaine nourrit une vive controverse entre le patronat et les syndicats. Pour le président du CNPF, les 35 heures ne sont pas une panacée et ne permettent pas de création d'emplois. Pour Edmond Maire, les propos de M. Gattaz sont archaïques. Force ouvrière ne souhaite pas l'intervention du gouvernement en la matière. Le ministre du Plan, Jean Le Garec, a répété que le gouvernement reste favorable à la réduction du temps de travail, mais elle ne doit pas obérer la compétitivité des entreprises, a-t-il dit. Le gouvernement a perdu la bataille de l'emploi, a déclaré tout à l'heure Paul Markelly, qui, comme prévu, a donc été élu cet après-midi à la présidence de la CGC. Monsieur Markelly, qui, on l'a vu, a réagi positivement au plan Citroën, estime cependant que le gouvernement fait preuve d'incohérence et de légèreté dans les restructurations industrielles. Encore quelques perturbations aujourd'hui à la SNCF, mais demain le service devrait être assuré normalement. Jeudi et vendredi prochain, les syndicats déclencheront une grève générale sur la question des modalités de l'application du passage aux 35 heures de travail hebdomadaire qu'ils ont obtenu. Le Conseil des ministres s'est tenu exceptionnellement cet après-midi dès le retour du président Mitterrand de Stockholm. Le gouvernement a décidé d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale au sujet du projet de loi sur l'enseignement privé que les députés doivent examiner à partir de lundi. Un projet qui a été l'objet d'une longue et vive controverse. Ce soir, le groupe socialiste refuse de commenter la décision du Conseil des ministres. La réaction de l'opposition, mais d'abord l'explication du porte-parole du gouvernement. Le gouvernement a été à l'écoute des points de vue des groupes concernés et il a établi un texte qu'il considère comme un point d'équilibre. Ce texte a été étudié dans les conditions de la vie parlementaire par une commission spéciale composée de parlementaires. Il va y avoir un débat qui s'engage. Je ne peux pas dire quand le gouvernement va engager sa responsabilité, à quel moment. Mais ce qu'il y a, c'est que nous souhaitons que le Parlement et les différents groupes du Parlement puissent s'exprimer et qu'en même temps, puisque, je dirais, tout a été dit sur ce texte, le gouvernement a écouté, il a élaboré son texte après écoute, en même temps, le débat ne dérive pas dans une polémique inutile. Nous souhaitons donc, pour affirmer la volonté du gouvernement de s'en tenir à son texte, nous souhaitons donc engager la responsabilité du gouvernement et les groupes parlementaires, aussi bien ceux de la majorité que de l'opposition, se détermineront. Je trouve que c'est scandaleux. C'est un problème extrêmement important, c'est un des débats les plus fondamentaux sur un problème de civilisation. Or, c'est la première fois depuis que la Constitution de la Ve République existe qu'il n'y aura eu un débat de fond ni en commission, ni en séance publique à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier point. Or, si le gouvernement utilise cet article 49 alinéa 3,
c'est parce que ce projet de loi ne nous convient pas, parce qu'il est très dur pour l'enseignement libre, qui est gelé et qui va mourir à moyen terme, et que les députés de la majorité trouvent que ce projet de loi n'est pas assez dur pour l'enseignement libre, et eux, ils souhaitent que l'enseignement libre soit intégré tout de suite. Alors le gouvernement, entre sa majorité qui n'est pas contente et l'opposition qui, fidèle à sa conception du pluralisme scolaire, ne peut pas accepter ce texte, est obligé d'utiliser ce que lui permettent les institutions de la Ve République, mais sans qu'il y ait eu débat de fond en commission. Cela est absolument inadmissible, le Parlement est bafoué. En décidant d'engager en effet sa responsabilité, le gouvernement utilise l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, qui lui permet de faire adopter le texte sans que les députés aient à se prononcer sur le projet de loi lui-même. Un recours qui prouve à quel point le projet Savary continue de diviser la majorité, Albert Duroy. Et cette décision du gouvernement était attendue, elle est logique, mais elle constitue aussi un aveu de faiblesse. Elle était attendue car le Premier ministre, nous vous l'avions dit alors, en avait retenu le principe dès la fin du mois de mars. Le climat passionné des dernières semaines, notamment au sein de la commission parlementaire chargée d'étudier le projet, l'a renforcé dans sa détermination alors que de nombreux socialistes lui demandaient de ne pas recourir à cette procédure expéditive. Cette décision est aussi logique puisque le gouvernement, au bout d'interminables négociations, estime que le projet Savary a trouvé un point d'équilibre et que l'on ne peut plus rien céder ni aux laïcs ni aux privés sans accroître la colère déjà grande des uns ou des autres. Mais cette décision est aussi un aveu de faiblesse. D'une part, le gouvernement redoutait que l'opposition fasse traîner un débat difficile en déposant des milliers d'amendements. Mais d'autre part, il ne se sentait pas assuré non plus de la discipline de sa propre majorité, où les laïcs continuent à renacler. L'engagement de responsabilité sera suivi du dépôt d'une motion de censure, qui ne sera pas adoptée. Le gouvernement compte sur le temps pour démontrer à l'opinion que son projet est une bonne loi, mais en attendant, il sera apparu une fois de plus coincé entre l'hostilité de l'opposition et la grogne de sa majorité. Ce matin, la Fédération de l'éducation nationale avait lancé un appel aux parlementaires pour qu'ils n'adoptent pas le projet de loi dans son état actuel. Toute démarche doit être faite afin d'assurer la liberté, mais aussi la vie d'Andrei et d'Elena Sakharov. C'est en ces termes qu'hier soir à Stockholm, le président Mitterrand avait annoncé une démarche commune des pays membres de la communauté européenne pour sauver les deux dissidents soviétiques qui observent l'un et l'autre une grève de la faim. Les directeurs des affaires politiques des ministères des Affaires étrangères des 10 se sont réunis ce matin à Paris. Gérard Rinet. Il aura donc fallu 4 heures de discussion ici au Centre international de conférence de Paris pour que les 10 mettent au point une démarche commune en faveur des époux Sakharov. C'est Claude Cheysson, ministre des Relations extérieures, puisque Paris assure la présidence de la communauté européenne, qui adressera ce message à son homologue soviétique. Le texte n'a pas été rendu public, mais il porterait sur 2 points. La possibilité pour Madame Sakharov d'obtenir l'autorisation d'aller se faire soigner dans un pays de son choix, et la possibilité pour son mari de mener une vie normale dans son pays. Ainsi, si François Mitterrand se rend à Moscou, il sera mandaté par les 10 pour défendre le dossier Sakharov. Première réaction officielle de Moscou sur le sort des époux Sakharov aujourd'hui par le biais de l'agence TASS. Les informations occidentales sur la condition prétendument dramatique d'Elena Bonner, l'épouse d'Andrei Sakharov, ces informations ne sont que les fruits de l'imagination maladive des organisateurs d'une nouvelle campagne de propagande anti-soviétique. Fin de citation. Sans faire allusion à la grève de la faim de Mme Sakharov, l'agence TASS précise que son état de santé est satisfaisant, faisant état d'examens médicaux effectués lors de la 3e semaine d'avril. Tandis que plusieurs intellectuels français réclament la diffusion sur les chaînes de télévision d'un téléfilm sur les époux Sakharov, l'éventuel voyage à Moscou du chef de l'État provoque les critiques de l'opposition. Le maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, lui, se refuse à donner un conseil au président en la matière. C'est lui qui pourtant, en janvier 1980, alors qu'il était président de l'Assemblée nationale, avait interrompu un séjour à Moscou pour protester contre le sort réservé aux Sakharov. Patricia Charnelet.
Jacques Chaban-Delmas fut le premier responsable politique important de l'Occident à se rendre à Moscou après l'intervention soviétique en Afghanistan. Il désapprouvera l'intervention devant le numéro 1 soviétique. Mais au même moment, Andreï Sakharov est arrêté et assigné à résidence à Gorky. Jacques Chaban-Delmas décide alors d'interrompre sa visite officielle pour protester contre l'arrestation du prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, dans notre journal de 12h45, il a commenté l'initiative européenne en faveur d'Andreï Sakharov. Si il se trouvait que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, la direction de l'Union soviétique, pour des raisons qui la regardent dans l'univers, voulait faire un geste de détente, alors, n'en doutez pas, elle se saisirait de cette occasion. Mais mis à part ce qui paraît peu probable, étant donné la tension générale actuelle, je pense qu'il n'y aura pas de résultat pratique. Cela dit, pour ma part, je pense qu'une action européenne, eh bien c'est une action européenne, il n'y en a pas tellement, voilà l'occasion d'en faire une. La date du voyage du président Mitterrand à Moscou, je vous le rappelle, n'a toujours pas été annoncée et son principe même reste sans doute suspendu maintenant à la réaction du Kremlin à la démarche européenne. C'est une élection municipale particulièrement intéressante qui aura lieu dimanche prochain à Thionville. Le Conseil d'État avait annulé l'élection de 83 remportée par le communiste Paul Souffrin. Au cœur d'une région touchée par le plan acier et dans une municipalité jusqu'ici dominée par des communistes qui ont vivement critiqué la politique du gouvernement en la matière, ce troisième tour prend un relief bien particulier. Dominique Laury. À Thionville, la campagne électorale est calme. Calme en apparence. En fait, un point d'interrogation domine ce troisième tour. L'électorat ouvrier va-t-il faire payer à la liste d'Union de la gauche le plan acier proposé par le gouvernement? Question décisive si l'on sait que près de 50% de la population active travaille pour la sidérurgie ou ses dérivés. En ville, les Thionvillois sont prudents et divisés. Les militants politisés, les gens politisés de gauche vont aller voter contre la droite. Par contre, il y a un certain nombre de travailleurs qui ne sont pas membres de syndicats, de partis politiques ou pas sympathisants de ces syndicats et de ces partis, qui eux risquent fort de s'abstenir. Jusqu'à preuve du contraire, l'équipe municipale en place sur Thionville est contre le plan acier. Alors pourquoi voulez-vous qu'on fasse payer à une équipe qui a fait du bon travail, je pense, depuis 7 ans, pourquoi voulez-vous qu'on lui fasse payer un problème qui le dépasse finalement? Dans les états-majors, on affiche des certitudes. Le communiste Paul Souffrin, à la tête de la municipalité depuis 1977, estime que c'est la gauche, malgré le plan acier, qui défend le mieux les sidérurgistes. Ils savent certainement que ce n'est pas de droite que viendra la solution au problème de la sidérurgie. La droite a massacré la sidérurgie pendant plus de 20 ans et ils savent que la solution, elle réside dans le soutien qu'ils apportent aux hommes de gauche. Dans l'opposition, une primaire. Henri Ferretti, ici à droite, UDF, et André Lacroix, RPR, deux personnalités bien différentes, ont signé un accord qui prévoit au second tour un désistement automatique en faveur de la liste de l'opposition arrivée en tête. Là aussi, des certitudes. Et est-il nécessaire de le préciser, la crise de la sidérurgie est le temps fort de la campagne. Nous n'avons pas du tout apprécié la restructuration de la sidérurgie. Les communistes à Paris, les socialistes l'ont approuvé, alors qu'à Thionville, ils font semblant de le désapprouver. C'est un double langage que je n'admets pas. La région de Thionville doit garder une sidérurgie modernisée, compétitive, et c'est la toile de fond de l'activité économique de cette région, mais Thionville doit s'orienter vers l'avenir, doit se renouveler. Sidérurgie toujours avec la 4e liste d'extrême droite, le Parti ouvrier européen, qui a surtout le mérite d'animer les rues piétonnes de Thionville. Cela dit, l'équipe de l'Union de la gauche ne veut voir dans ce débat qu'un enjeu local. Reste que cette élection sera suivie avec la plus grande attention, notamment par le PC. Un échec de plus dans la série des municipales partielles pourrait inciter le parti de Georges Marchais à accentuer davantage ses critiques. Élections municipales aussi dimanche prochain à Douvin dans le Pas-de-Calais et à Pont-du-Château dans le Puy-de-Dôme.
Médecine et charlatan, Gilbert Sanguinède, qui vendait à prix d'or des médicaments miracles qui, selon lui, traitaient le cancer et la sclérose en plaques. Gilbert Sanguinède est en prison. Il a été inculpé aujourd'hui d'escroquerie, d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie et de vente sans autorisation de spécialité pharmaceutique. La vieille dame était très malade et souffrait beaucoup. Il a décidé d'abréger ses souffrances et de lui faire une piqûre mortelle. À Strasbourg, Paul Thébault, infirmier, a été inculpé aujourd'hui d'homicide volontaire. Hervé Bosini. Mercredi dernier, ces 2 ampoules ont signifié la mort. Pierre Thébault, un infirmier de 28 ans, en a injecté le contenu à Léonie Fries, 87 ans. Aux yeux de l'infirmier, les souffrances de la vieille dame étaient trop fortes, il fallait y mettre fin, juste une piqûre, le soulagement dans la mort. Des témoins étaient là, ils ont averti l'infirmière générale. Bien, il y a la surveillante du service qui est venue me dire qu'un infirmier a injecté une dose mortelle de médicaments dans la veine d'une malade, d'une patiente qui nous était confiée. Et il l'a faite en présence de 3 autres infirmières qui n'ont évidemment pas eu le temps d'arrêter l'injection. Côté direction de l'hôpital, c'est la condamnation. On souligne que Thébault n'est qu'infirmier, qu'il agit de sa seule initiative et qu'il s'agissait seulement d'une fracture du col du fémur. Le cas médicalement n'était pas un de ces cas absolument horribles, exceptionnels, où effectivement peut-être une conscience seule face à elle-même peut éventuellement envisager une telle solution. Mais une institution comme la nôtre, dont la mission principale c'est précisément de maintenir les gens en vie le mieux possible, ne peut pas mettre le doigt dans cet engrenage puisque ça peut aboutir à tout. L'infirmier vient d'être inculpé d'homicide volontaire, il reste en liberté, mais il lui est interdit d'exercer sa profession. Robert Badinter, applaudi par des policiers. Le ministre de la Justice s'est rendu ce matin au congrès du syndicat général de la police. La justice sans la police ne peut rien, a-t-il déclaré. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, a de son côté évoqué la nécessité du secret dans le fonctionnement de la police. En Haute-Savoie, 300 gendarmes sont toujours à la recherche des 2 complices d'Henri Gruffat, ce jeune malfaiteur qui s'est suicidé hier après la tuerie de La Roche-sur-Foron qui avait suivi un cambriolage manqué. 4 ans de prison pour un automobiliste qui avait tiré sur un policier il y a 2 ans à Lille. À Châteauneuf-du-Pape, dans la Drôme, aujourd'hui, un pompiste a été tué pour 140 francs de super. Un automobiliste qui l'avait servi l'a poignardé avant de prendre la fuite. À l'étranger, en bref, car l'actualité française est bien chargée ce soir. La tension monte encore entre l'Iran et l'Irak. Bagdad a annoncé ce matin une nouvelle attaque de son aviation contre 2 pétroliers au large du terminal iranien de l'île de Karg. L'Iran menace de porter la guerre dans le monde entier contre les intérêts de tous les pays qui interviendraient dans le Golfe et appelle l'ONU à prendre des mesures immédiates contre l'Irak. Washington, de son côté, consulte ses alliés. Violents bombardements en fin d'après-midi aujourd'hui à Beyrouth, des bombardements qui ont visé la partie sud de la ville. Attentat en série en Irlande du Nord, un journaliste connu pour ses prises de position contre la violence a été tué à Belfast et ce soir 2 autres personnes ont été tuées et 10 blessées dans un attentat à l'explosif. Les soviétiques ne reviendront pas sur leur décision de boycotter les Jeux olympiques de Los Angeles. Le président du comité olympique soviétique l'a réaffirmé, sans surprise, aujourd'hui à Lausanne, au cours d'une réunion de la dernière chance organisée par le comité international olympique. Le sport, d'abord le cyclisme. Au Tour d'Italie, le maillot rose n'est pas resté longtemps sur les épaules du champion du monde de vitesse, Francesco Moser. Aujourd'hui, le contre-la-montre par équipe a été remporté par le Français Laurent Fignon et Renaud Gitane. Formule 1, première séance d'essai officielle aujourd'hui à Dijon, où aura lieu dimanche le Grand Prix de France. Le meilleur temps a été réalisé par le Français Patrick Tambay sur Renault, devant De Angelis sur Lotus et Piquet sur Brabham. Après les graves pépins de Renault au Grand Prix de Saint-Marin, à Rio et Kyalami, Renault cherche toujours à résoudre ses problèmes de consommation et envisage même d'arrêter la compétition pendant quelques mois. Le meilleur temps réalisé cet après-midi par Patrick Tambay ne doit pas faire oublier les problèmes que rencontre l'équipe Renault depuis le début de la saison.
Et la place de deuxième au championnat occupée par Warwick n'empêche pas que son équipier a déjà été victime de 2 pannes d'essence. De plus, et c'est au moins aussi grave, Derek Warwick n'a pu défendre normalement ses chances à Imola, étant obligé de se ralentir pour économiser son essence. Ce problème de surconsommation n'est certes pas le monopole de Renault, mais ce constat n'est pas non plus une consolation. Il nous manque 5 à 6% pour être bien par rapport aux meilleurs. Parce que les problèmes que nous rencontrons actuellement sont les problèmes de tout le monde, mis à part peut-être de Porsche qui a mieux résolu le problème que nous. Pour le moment, nous y travaillons. Ferrari est peut-être un tout petit peu mieux que nous, mais n'est pas très loin. Donc c'est un problème, c'est le problème de tout le monde. Indépendamment des incidents mécaniques qui sont toujours possibles, ici un moteur cassé par Tambay cet après-midi, Gérard Larousse, le directeur de Renault Sport, faisait cependant sensation en début de semaine en annonçant que l'équipe pourrait provisoirement se retirer des Grands Prix afin de mieux chercher la solution à ces problèmes de surconsommation. Dans la mesure où on ne peut pas terminer les courses actuellement sans ralentir nos pilotes considérablement, comme à Imola où j'étais obligé de ralentir Derek Warwick après 10 tours de course seulement, c'est absolument ridicule. Je pense qu'il faut se poser la question de savoir si nous devons continuer à courir de cette manière-là ou plutôt s'arrêter en 2 ou 3 courses, mettre le paquet sur le développement moteur et reconsidérer les choses après. Il faudrait faire le point après la saison américaine où nous allons, c'est-à-dire dans 2 mois environ, pour voir où nous en sommes. Où nous sommes au niveau du championnat du monde, où nous sommes au niveau de nos problèmes techniques, de manière à savoir si Renault peut s'engager dans les Grands Prix de fin de saison en ayant une chance de remporter les Grands Prix. Jusqu'à présent, c'est toujours aligné dans les courses avec une chance de gagner. Si nous n'avons aucune chance de gagner, et nous sommes actuellement dans une situation très difficile, si la situation d'Imola se reproduit, eh bien, je pense qu'il faudrait se poser la question sérieusement. Ainsi donc, Gérard Larousse est formel. Pour l'instant, en tout cas, l'équipe Renault continue. Mais ce ne serait pas non plus la première fois qu'une telle décision serait prise en Formule 1. Ferrari l'a réalisé et l'a fait dans le passé. L'histoire l'a démontré. Ferrari s'est arrêté en cours de saison lorsque techniquement ils avaient rencontré un problème et un désaccord avec les réglementations. Ça a été fait. On ose espérer, pour l'intérêt de la saison, que l'équipe Renault ne sera pas obligée de prendre une telle décision. Les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé de demain à Saint-Cloud, le 4, le 3, le 10, le 2, le 7, le 6, le 8 et l'As. D'une espèce à l'autre, un heureux événement s'est produit récemment à Louisville, dans le Kentucky, aux États-Unis. Jean-Pierre Quinson le célèbre pour nous. C'est ce que semble dire cette jument pur sang en observant son bébé zèbre. Voyons, rappelons-nous. Il y a 11 mois, mon vétérinaire m'a bien offert de participer à une grande première scientifique. Il m'a proposé de m'implanter un embryon d'une cousine. Selon lui, c'était une solution pour sauver cette branche de la famille de la disparition. J'ai accepté bien volontiers, malgré le qu'en dira-t-on. L'accouchement s'est bien passé. Regardez. Le bébé est superbe. Je l'ai appelé Zébral. Ça fait très chic. J'ai quand même une crainte. Ne souffrira-t-il jamais du racisme? Alain Gillot-Pitré en est tout ému. Il va nous parler du temps. Oui, c'était charmant, mais j'ai pas mis mon pyjama. Regardez, le titre de demain, c'est simple. Mauvais samedi, mais dimanche passable. Avec la photo satellite, vous allez tout comprendre. Il faudra attendre que la quasi-totalité de ces nuages soit passée pour revoir le soleil, mais il y a de la réserve sur l'Atlantique. Ça, c'est pour le début de semaine prochaine. Donc, ces orages, là, vont s'évacuer vers le nord et vers l'est demain. La carte est quand même pas gaie du tout. Regardez là. Donc, pour demain, sur la moitié nord, à l'est du Rhône jusqu'à la Méditerranée, c'est un temps très nuageux avec encore des ondées orageuses, moins violentes que celles d'aujourd'hui et que celles qui pourront avoir lieu cette nuit. Et dans la masse, quelques éclaircies progressivement par le sud-ouest. Les éclaircies se feront plus belles, gagnant le nord et l'est du pays. Et dimanche, donc, dans l'ensemble, ce sera un temps beau,
malgré des brumes, et une nouvelle zone perturbée arrivera par l'ouest. Côté température, c'est stationnaire par rapport à aujourd'hui. Nous sommes dans les normes saisonnières, de 15 à 20 degrés sur la moitié nord, 18 dans la capitale, et de 18 à 21 degrés sur la moitié sud, 21 degrés à Clermont. Voilà, demain c'est le samedi 19 mai, 2 minutes de soleil en plus, levé 6h03, couché 21h31. C'est la Saint-Yves qui entre autres est le patron de la Bretagne et des hommes de loi. À 23h, avant le cuirassé Potemkin, c'est Hervé Claude qui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.